Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'UEMOA passe en revue la situation économique de la sous-région. En session ordinaire à Dakar, beaucoup de dossiers ont fait l'objet d'examen et d'approbation ce matin en Conseil des ministres. En ligne de mire, la BCEAO, la BOAD et le Conseil régional de l'épargne publique. Faciliter l'accès à l'eau, c'est l'objectif visé pour permettre à plus de 2 milliards de personnes de disposer de la ressource. La question a alimenté les débats de la célébration de la Journée mondiale de l'eau ce vendredi. L'occasion a été saisie par le ministère de l'Hydraulique pour rappeler les efforts du gouvernement du Sénégal pour une meilleure qualité de service. Réadaptation cardiaque. Le Sénégal s'adapte aux avancées en matière de prise en charge des maladies du cœur. À l'hôpital principal de Dakar, c'est une technique qui réentraîne le cœur à l'effort. Réadaptation cardiaque, c'est le sujet du grand format santé de ce vendredi. Sénégal, Madagascar, c'est demain à Thiès. Le match est comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Les deux équipes ont fini de tâter l'état de la pelouse du stade Lat Dior. Nous serons en direct avec nos équipes dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le Conseil des ministres de l'UEMOA s'est tenu ce matin à Dakar. Au menu de cette première session ordinaire de l'année, beaucoup de rapports à examiner et à approuver. La BCEAO, la BOAD et le Conseil régional de l'épargne publique ont tous soumis des dossiers de leur au Conseil. Compte rendu à Ramdaou. Des dossiers qui garnissent la table du Conseil des ministres se distinguent. Un qui devra aider à la prise de décision. Le rapport de la BCEAO sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA. Son examen permet d'identifier les mesures à prendre pour lever les contraintes et conforter la croissance. Comme à l'accoutumée, ce document servira de base à nos discussions sur la situation et les perspectives économiques et financières dans l'Union. Le Conseil aura en outre à se prononcer sur les comptes de la BCEAO pour l'exercice 2018 soumis à son approbation. Autre rapport annuel sous les yeux des ministres, celui de la Banque ouest-africaine de développement. Des rapports et des comptes à approuver. Également un projet de budget à valider. Au titre du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le projet de budget de l'exercice 2019 nous sera soumis pour approbation. Ce projet de budget, adopté par le Conseil régional lors de la session ordinaire tenue le 30 novembre 2018 à Abidjan, a été élaboré en application des dispositions du règlement financier. Le Conseil des ministres poursuit l'objectif de renforcement du processus d'intégration. Cette session ordinaire est la première de l'année 2019. Le Conseil devra nommer avant la fin de ses travaux des membres du Collège de supervision de la Commission bancaire. Les scientifiques africains ont également un conclave à Dakar aussi pour échanger sur l'évolution des technologies sur le continent et partager leurs expériences. Une première rencontre du genre co-organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et le Bureau Afrique du Conseil de la science. Philomène Constance Diagne nous en dit un peu plus. Les technologies émergentes et innovantes intéressent à cette session scientifique. Dès lors, une question taraude les esprits. Faudrait-il un changement de paradigme dans la pratique de la science contemporaine en Afrique? Ce ne sont pas encore des technologies qui sont utilisées à l'heure actuelle. Bien que certaines, comme l'intelligence artificielle, aient déjà envahi nos portables, nos téléphones, notre environnement quotidien, il y a d'autres technologies qui sont très puissantes, comme ce qu'on appelle le Gene Drive, qui est une méthode extrêmement importante pour éradiquer le paludisme en Afrique. Ces sciences nouvelles, l'Union africaine a décidé de les mettre en œuvre. Les pays membres devraient s'en approprier pour booster leur économie, en initiant surtout les jeunes. Lancer un appel aux jeunes pour leur dire que vous avez devant vous des outils qui vont transformer le monde, je ne parle même pas de l'Afrique, mais le monde de demain. Donc il faut être en avance sur ces technologies. Et j'ai aussi lancé un appel aux décideurs politiques pour accompagner ce mouvement. La promotion des sciences et technologies est une nécessité pour le développement du continent. Les acteurs en sont conscients, mais des obstacles se dressent toujours. Constatons que le développement a pour fondement l'utilisation de la technologie et de l'innovation.
et des sciences en particulier. Donc nous avons axé notre thème sur ces technologies et en particulier sur l'intelligence artificielle. The main hindrance for new technology and any other process. Le financement est l'un des freins majeurs des technologies en Afrique. On ne donne pas très souvent la priorité à la science. L'harmonisation des actions aussi est un souci majeur pour l'Afrique. Plusieurs défis sont à relever pour l'évolution des technologies en Afrique. Des concertations entre différents acteurs devraient permettre de trouver des pistes de solutions. Gestion de l'eau, le ministère de l'Hydraulique est sur le point de reprendre l'évaluation du dossier d'appel d'offres qui lie la SDE à l'État du Sénégal. Cela fait suite au recours introduit par la Sénégalaise des eaux. Précision du conseiller technique du ministre de l'Hydraulique au micro de Abbas Sow. Une attribution provisoire avait été déjà effectuée, validée par la DCMP, et suite à un recours d'un des candidats, notamment la Sénégalaise des eaux, l'autorité de régulation des marchés a été saisie du dossier. Son comité de règlement des différends a émis une décision qui recommande en tout cas à l'autorité délégante qui représente le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour reprendre l'évaluation. Donc ce travail est en train d'être pris en charge par une commission compétente au niveau du ministère. Les choses se passent très bien et nous voulons tout simplement en tout cas réitérer la transparence et surtout l'impartialité totale du gouvernement par rapport à ce dossier. Dans quelques jours ou quelques semaines, eh bien, les résultats vont être de nouveau publiés et puis voilà, le processus va se poursuivre. Mais ce que je voulais dire à ce niveau, c'est de rassurer quand même les populations parce que le contrat d'affermage avec SDE s'est terminé au 31 décembre 2018. Le gouvernement a pu négocier avec la Sénégalaise des eaux pour un avenant qui prolonge le contrat et qui fait qu'aujourd'hui, vous ne voyez aucune perturbation dans la distribution de l'eau et ça va se poursuivre comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat? Il n'y a pas du tout de problème, c'est un processus tout à fait normal. Le conseiller technique du ministère de l'Hydraulique se prononçait en marge de la cérémonie officielle consacrée à la Journée mondiale de l'eau, donc ce vendredi 22 mars. Toutes les questions liées à la ressource ont été débattues. Le Sénégal a fait des efforts dans ce sens grâce à l'OFOR et au PUDC. Les avancées du Sénégal ont été exposées à la cérémonie officielle compte rendu à Bassau. Incolore, inodore et sans saveur. L'eau est capitale, l'eau est vitale. L'eau est source de développement. L'eau, source de vie, ne doit laisser personne de côté. Pour ce faire, l'accessibilité devrait être garantie. Aujourd'hui, dans le monde rural, beaucoup d'investissements ont été réalisés avec le financement de l'État, dans le cadre du BCI, mais également avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, des ONG que nous saluons ici. Antoine de Saint-Exupéry disait que, je cite, l'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. Fin de citation. En célébrant la Journée mondiale de l'eau, deux entités de l'État ont porté le plaidoyer. L'OFOR et le PUDC ont facilité l'accès à ces liquides vitaux en milieu rural. Entre en tout cas 2012 à maintenant, nous avons réalisé plus de 700 forages en milieu rural. Nous avons réalisé des milliers de kilomètres de réseau, des milliers de bornes fontaines et de branchements qui, en tout cas, ont contribué à améliorer l'accès des populations à l'eau potable en milieu rural. Et au-delà également de mettre à disposition une eau potable pour les populations, vous voyez les externalités positives qui sont liées à cette utilisation de l'eau. Et aujourd'hui, des activités économiques ont été développées. Plus de 2000 forages existent aujourd'hui au Sénégal, dont 600 réalisés dernièrement. 3 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau. Les projections et panels ont permis de relever les défis pour notre pays dans le domaine hydraulique. La célébration de la Journée mondiale de l'eau ce 22 mars a été également une occasion pour l'OMVS de faire l'état des lieux de ses chantiers. L'objectif de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est d'améliorer l'accès à la ressource. Ceci pour coller au thème de cette édition. Personne ne doit être laissé de côté. Youssouf Kaba.
plus de 47 ans d'existence, l'OMVS se présente aujourd'hui comme un organisme inter-État qui produit de la richesse ayant un impact direct sur la vie des populations. Celles-ci sont dénombrées à un peu plus de 3 500 000 habitants vivant dans le bassin du fleuve Sénégal qui couvre le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Sur le plan agriculture et élevage, 52 000 exploitations familiales bénéficient aujourd'hui de l'accompagnement de l'organisation. Des États membres économisent près de 1 000 milliards sur leurs factures d'électricité. Ajouté à ces réalisations, des apports conséquents dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et le paludisme. Tout cela a valu à l'OMVS la distinction de premier organisme de bassin au monde en 2015 et en 2017. Notre objectif depuis la création de l'organisation, c'est maîtriser les eaux du fleuve Sénégal, pour en faire un levier de développement économique au service des populations du bassin. Pour aller plus loin dans la recherche de satisfaction des objectifs assignés à l'organisme, l'OMVS a mis en place de nouveaux projets, dont celui concernant la problématique de la navigation du fleuve, un projet important appelé à redynamiser davantage les facteurs d'intégration économique, culturelle et sociologique. Ce projet va véritablement servir de levier pour améliorer aujourd'hui de façon significative la quantité et la qualité des échanges, mais surtout, vous l'avez dit, par rapport à Saint-Louis, c'est un projet structurant. La ville va avoir à la fois un port de pêche moderne, un port de plaisance, mais surtout le port qui va, à mon sens, désenclaver beaucoup plus le Mali. Une rencontre d'échange qui a permis d'éclairer l'opinion sur le fonctionnement et les missions essentielles de l'organisation. Elle a permis également de soulever en perspective des questions cruciales comme celle de l'autofinancement, un chantier important qui interpelle davantage la direction de l'OMVS. L'eau et l'assainissement sont fortement liés. Justement, le programme national de développement durable de l'assainissement autonome a partagé ses résultats qui visent à promouvoir l'accès à l'assainissement. Ce projet intervient dans un contexte où l'État du Sénégal veut améliorer le taux d'accès avec plus de 300 milliards injectés dans le secteur. Hamidou Diop. L'assainissement autonome comme alternative et comme moyen d'augmentation du taux d'accès à l'assainissement. C'est l'objet de cette étude commandée par l'État du Sénégal avec comme socle le programme national de développement durable de l'assainissement autonome. Vous avez deux types d'assainissement. Vous avez l'assainissement collectif et vous avez l'assainissement autonome, qui est une innovation majeure en matière de politique d'assainissement et qui va permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des toilettes propres. Donc l'atelier de ce matin était destiné à partager une réflexion sur les grandes lignes, mais surtout comment accélérer une politique d'accès à l'assainissement. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a injecté plus de 300 milliards dans le secteur de l'assainissement. L'objectif à travers le PNDDA est de faciliter davantage aux ménages l'accès à l'assainissement et une bonne gestion des boues de vidange. Nous avons un grand programme avec la Banque mondiale, l'État du Sénégal avec la Banque mondiale pour construire 100 000 toilettes d'ici 2021. Et vous savez que dans cette construction des 100 000 toilettes, nous privilégions l'accès aux pauvres et aux populations démunies. Et dans ce travail, nous sommes en train d'y avancer. Les appels d'offres sont déjà lancés, mais comme le dit le directeur général de l'ONAS, M. Sakho, nous allons faire un focus sur le prix auquel ces toilettes seront cédées aux ménages. Le secteur privé est aussi interpellé pour l'atteinte de l'universalité et de la promotion de l'équité. Santé, prise en charge des maladies du cœur, en plus de la coronarographie qui facilite le diagnostic, la réadaptation cardiaque est maintenant proposée aux patients au Sénégal. Il s'agit d'un ensemble de soins destinés à réentraîner un cœur malade à l'effort, une technique réalisée à l'hôpital principal de Dakar. Le sujet à grand format du jour s'intéresse à la réadaptation cardiaque. Il est signé Oumou Kalsoum Sall et Ramatadem. En cas de maladie coronaire responsable de douleurs dans la poitrine, d'infarctus ou d'essoufflement, on vous propose souvent une coronarographie qui sert à déboucher les artères du cœur. Avec les technologies nouvelles, elle peut se faire sans ouvrir la poitrine du patient. Mais après une telle chirurgie, il faut que le patient passe par une réadaptation. Là, c'est la séance de réentraînement proprement dite. Elle se fait soit sur un vélo, soit sur un tapis, avec une puissance qui est bien
c'est-à-dire qui est bien précise en fonction de l'épreuve d'effort initial. Une pratique nouvelle au Sénégal qui permet au cœur de réapprendre à pomper correctement. L'utilité de ces séances de réadaptation, c'est surtout pour permettre aux patients de garder une vie la plus normale possible. Un patient qui est cardiopathe, chez qui on a effectué plusieurs techniques, la coronarographie ou la rythmologie, ce serait dommage qu'il ne puisse quand même pas faire ses activités physiques de façon régulière, aller au travail, aller acheter son pain. Un patient qui est cardiopathe et qui ne bouge pas, il est susceptible de refaire d'autres récidives, d'être hospitalisé à plusieurs reprises et de mourir plus vite que les autres. Les patients viennent 3 fois par semaine à l'hôpital principal pour des séances de réadaptation. En fait, j'ai réussi à faire quelque chose que je ne soupçonnais pas chez moi. En fait, ils m'ont poussé progressivement à dépasser mes limites. Parce qu'effectivement, même en dehors de ça, auparavant, moi, je faisais régulièrement des marches quotidiennes, mais à une allure très modérée. Mais ici, vraiment, on m'a poussé. Je ne pensais pas pouvoir arriver à ce niveau. Présentement, je suis à 25 watts de puissance et à peu près 25 minutes de temps, durant lesquels je pédale sans arrêt. Mais ce n'est pas des efforts qui sont faits sans être surveillés. Ils vous prennent la tension et vous mettent une ceinture autour du thorax pour compter les battements cardiaques. Dans la salle, en permanence, il y a des surveillants qui sont là. Une nouveauté dans la prise en charge des maladies cardiaques, une spécialité qui a commencé cette année et qui a permis au docteur Madigen Kassou de se spécialiser en France. La réadaptation, une étape importante dans la récupération de certains malades du cœur. La réadaptation cardiaque, le sujet grand format santé, signé Ramatadem. Coopération indépendance de la Namibie en temps fort fêté dans l'enceinte de son ambassade au Sénégal. Les autorités sénégalaises étaient bien représentées de part et d'autre. On promet le renforcement de l'axe Dakar-Windhoek. Ousmane Doye était de la partie. La Namibie, un pays frère et ami du Sénégal, à l'honneur, 21 mars 1990, The Independence Day, un temps fort pour ce peuple, jadis sous colonie allemande. Aujourd'hui, de concert avec le Sénégal et ses pays amis, l'indépendance se fête. Fort heureusement, nos dirigeants l'ont bien compris et par conséquent s'activent à dessiner les contours d'une coopération plus que dynamique. Le Sénégal d'ailleurs voit dans l'expérience namibienne de gestion du secteur du tourisme un exemple inspirant. En peu de temps, nous avons pu établir les domaines divers dans lesquels le Sénégal a connu un succès, ce qui nous a permis d'identifier les domaines de coopération entre nos deux pays. De part et d'autre, des discours de haute portée culturelle ont été prononcés. Une autre manière de dire que le Sénégal et la Namibie sont plus que jamais déterminés à relever ensemble les défis pour une Afrique unie et solidaire. Sur l'international, l'actualité en bref et en images, nous irons au Tchad, en Nouvelle-Zélande, mais nous démarrons par le Mali. Une mission du Conseil de sécurité de l'ONU est en visite au Sahel pour faire le point sur la situation sécuritaire. Le récit de Sédina Alunfal. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne au Sahel. Elle doit faire le point, évaluer la situation sécuritaire dans la région. Une visite qui permettra d'évaluer les progrès et d'encourager la mise en œuvre de l'accord de paix et la réconciliation au Mali. La mission devrait également s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en opération de la force du G5 Sahel. Cette visite intervient à 3 mois du renouvellement du mandat de la MINUSMA prévu en juin. Des milliers de Néo-Zélandais se sont rassemblés ce vendredi à Christchurch pour rendre hommage à la mémoire des 50 musulmans tués par un suprémaciste blanc. L'appel à la prière a été diffusé dans tout le pays. 2 minutes de silence ont été observées. Plusieurs femmes issues de différentes communautés avaient décidé de porter un voile pour soutenir la communauté musulmane. La question sécuritaire interpelle également le Tchad.
23 soldats tchadiens ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi au cours d'une attaque de leur position par des combattants de Boko Haram dans le sud-ouest du pays. L'armée tchadienne, appuyée par la force multinationale mixte qui rassemble des soldats de la sous-région et des comités de vigilance, tente de repousser les attaques de Boko Haram qui ont débuté au Tchad en 2015. Chez nous, France Sport, l'événement phare du week-end, c'est le match Sénégal-Madagascar, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019, un match qui va se jouer au stade Lat Dior ce samedi. Justement, dans la capitale du rail, nous retrouvons El Hadj Thierno Dramé. Bonsoir Thierno. Alors, les deux équipes ont fini de tâter l'état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. Alors, quel est l'état d'esprit dans les deux camps, mais également l'état physique, bien sûr. Bonsoir Oumou, bonsoir à tous. Une page sport, effectivement, qui a donc été délocalisée ici au stade Lat Dior, où demain, le Sénégal et Madagascar vont s'affronter pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Alors, dans quel état d'esprit? Je pense que nous allons y avoir des réponses puisque les deux équipes se sont entraînées aujourd'hui. Les entraîneurs ont animé une petite conférence de presse. On va d'abord écouter la réaction d'Aliou Cissé à l'issue de la dernière séance des Lions du Sénégal. Ils ne se sont pas entraînés ici au stade Lat Dior, mais plutôt au stade Fodé Wade de l'Institut Djamba. À l'issue donc de cette séance ouverte au public, le coach Aliou Cissé a fait face à la presse. Nous l'écoutons au micro de Pape Biram Biguendiaï. C'est un match quand même officiel et on a à cœur de le gagner. Ce n'est pas un match d'entraînement. Je crois que Koulibaly a eu à le dire lors d'un interview et j'ai beaucoup aimé. Ça prouve encore l'état d'esprit de nos garçons qui ont envie de tout gagner, qui ont envie d'être sérieux, qui ont envie de terminer cette aventure des éliminatoires. On a des challenges et ces challenges-là, il faut qu'on arrive à bout. Donc ces deux matchs, effectivement, doivent nous permettre de préparer la suite, de préparer la Coupe d'Afrique. La préparation va être courte, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de matchs amicaux et on en aura peut-être un, voire maximum deux. Donc j'ai envie de dire que ces deux matchs-là, Madagascar et Mali, plus cette match de préparation qu'on aura juste avant d'aller en Égypte, ça fera 3. Donc ces deux-là, je les mettrai sur le compte de la préparation. Donc c'est important. Qui dit préparation dit aussi continuité. Qui dit préparation dit aussi, à un moment donné, peaufiner, travailler. Et pour ça, il faut mettre l'équipe la plus compétitive possible. Ouais, alors là, il s'agissait de l'extrait d'Aliou Cissé qui a accordé une petite interview à Aïssatou François Seck, une interview dont vous suivrez l'intégralité à l'issue de ce journal. Il est revenu sur le 11 qu'il comptait aligner à l'issue, pour ce match-là contre Madagascar, puisque effectivement, entre les éliminatoires et le début de la CAN, il n'y a pas beaucoup de temps de préparation. Les équipes n'auront pas la possibilité de disputer beaucoup de matchs amicaux, donc il va aligner son meilleur 11. Alors face à cette équipe de Madagascar, une équipe de Madagascar qui est arrivée tout à l'heure à 18h30 environ, ici au stade Lat Dior, où ils ont pu effectivement tâter le pouls de la pelouse, ou plutôt se sont entraînés. C'était une séance d'entraînement, mais huis clos total. On a pu voler quelques petites images juste avant de les retrouver en conférence de presse. Alors là, ce sont les images de l'arrivée évidemment avec le capitaine. Et donc, ils ont obtenu une séance d'entraînement à huis clos. Là, ce sont les images qu'on a essayé de tricher, histoire d'avoir quelques images à montrer au peuple sénégalais. Et donc, après cette séance à huis clos total, ou avant plutôt, l'entraîneur de l'équipe, Nicolas Dupuis, et son capitaine Faneva Andriat Sima ont animé une conférence de presse où justement ils sont revenus sur comment ils comptaient aborder ce match-là. Et l'entraîneur, en réponse à Aliou Cissé, a dit lui aussi qu'il comptait aligner son meilleur 11 du moment, puisque effectivement il est d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs de préparation. Donc ce match est déjà une séance de travail pour lui. Dans quel état d'esprit? Très clairement, sans vouloir encenser les Sénégalais du tout, mais en disant la vérité, avec beaucoup de fierté. La fierté de jouer contre une très belle équipe sénégalaise, qui est le porte-drapeau, je l'ai déjà dit, du football africain au niveau mondial, la meilleure équipe actuellement africaine. Donc on est très fiers déjà de pouvoir jouer un match important, certes, puisqu'il s'agit d'une petite finale par rapport au groupe, mais qui n'est pas décisif, et heureusement.
On aurait été mal si on était venu là un peu plus tendu, si on était venu à devoir à tout prix faire un résultat pour être qualifié pour la CAN. Nous sommes les deux équipes qualifiées. On vient avec l'état d'esprit de devoir gagner quelque chose. En tout cas, on a tout à gagner, rien à perdre, puisque les Sénégalais sont bien supérieurs à nous. Ce sera le meilleur 11 du moment présent. Comme je vous l'ai dit, il y a un joueur qui est suspendu, il y a Abel qui n'est pas totalement prêt, mais ce sera le meilleur 11 du moment présent, le meilleur 11 possible du moment, puisqu'effectivement, on prend ça aussi pour une séance de travail, grandeur nature, contre la meilleure équipe africaine, je le répète, le favori de la CAN. À nous d'être bons, et on va avoir des matchs comme ça à jouer au mois de juin. Il faut qu'on se prépare à ça. Je crois que le coach il a convoqué 23 joueurs, ou je sais pas, peut-être 28, mais ils sont tous très bons. Ils sont tous de niveau international, donc pour nous, encore une fois, c'est le plaisir, et surtout d'être positif, parce qu'on apprend aussi. C'est la première fois qu'on va se qualifier à la CAN, donc on apprend tous les jours, et c'est ce que je rejoins avec le coach, que nous, essayer d'aller le plus loin possible. Après, si ça reste là, ben, on est content, mais bon, on est déjà content. Et surtout mouiller le maillot pour le peuple malgache. C'est plus important. Voilà donc l'équipe de Madagascar qui a tenu son point de presse juste avant la séance d'entraînement. Donc une séance qui a duré 1 heure à huis clos évidemment pour préparer ce match contre le Sénégal. Un match délocalisé ici à Thiès. C'est pas la première fois. Il y a eu des précédents, puisque déjà en 1995, l'équipe nationale du Sénégal a joué un match à Ziguinchor au stade Alioune Sitoé Diatta, c'était contre la Tunisie. Alors François Seck est allé à la rencontre de ces Lions qui ont participé à ce match-là, histoire de voir comment ils l'ont vécu, le fait de jouer ailleurs qu'à Léopold Sédar Senghor, puisque ça n'arrive pas tous les jours. On va suivre ce reportage et tourner cette petite page, lire cette petite page d'histoire avec Aïssatou François Seck. Thiès dans l'ambiance d'un fait inhabituel. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la cité du Rail. Le stade Lat Dior va abriter le premier match des Lions après celui du 7 janvier 1995 joué à Ziguinchor dans le cadre des éliminatoires de la CAN 96. Ça fait, comme vous le dites, 25 ans que le Sénégal n'est pas sorti de Dakar. Aujourd'hui, quand on voit les Thiessois, ils sont vraiment excités de rencontrer, de recevoir l'équipe du Sénégal. Le match Sénégal-Tunisie s'était soldé par un nul blanc. Il y avait, entre autres joueurs, la génération des Adolphe Mendy, Mamadou Faye Bastia, Chersek, Amara Traoré et aussi Athanase Tendek. Je crois que c'est bien des émotions que vous réveillez, ça me rappelle bien des souvenirs. Et c'était un des matchs qui m'a le plus marqué dans ma carrière, puisque c'était déjà un honneur de pouvoir jouer devant mon public. J'étais déjà un jeune joueur et pour moi c'était tellement important puisque j'étais encore au Casa Sport. Ouais, je crois que ça a été un match très intéressant. C'est dommage que ça s'est soldé par un match nul alors que nous étions en tout cas dans l'obligation de gagner. Le public casaçais avait véritablement répondu à l'appel et je crois que c'est cet avantage que le football sénégalais doit peut-être exploiter. Pour cette rencontre Sénégal-Madagascar délocalisée, il va falloir se mobiliser différemment pour faire plaisir au public. Le match de Thiès, j'ai envie d'y être. L'équipe nationale, c'est tout un peuple, c'est tout un pays. Et cette équipe nationale appartient à tous les Sénégalais. Être mentalement fort et concentré pour ne pas avoir l'impression de jouer un match amical, il y a 3 points à prendre. On a déjà joué partout en Afrique, donc sortir de nos bases, c'est normal. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une équipe, on a un mental, on a une mentalité qui fait que nous devons nous adapter partout. Je sens que les Sénégalais sont à fond derrière le foot. C'est quelque chose qu'ils aiment énormément et on espère pas les décevoir. Et franchement, ça m'a surpris et je suis très content d'avoir connu ça. Les habitudes et familiarités vont certainement changer et prendre un sacré coup, mais le 12e homme sera là pour donner de la voix.
C'est surtout l'ambiance qu'il y aura dans ce stade. J'ai l'impression qu'à Thiès, il y a plus de supporters. L'heure est à l'opération séduction pour les supporters thiessois. Ils espèrent que cette nouvelle aventure va créer le déclic afin que les autres régions du Sénégal goûtent aux délices d'être si proches de leur équipe nationale. Voilà, et c'est tout. François 5, donc les populations de Thiès qui certainement vont se mobiliser pour venir pousser les Lions à la victoire dans ce match donc, qui sera joué demain à 19 h ici au stade Lat Dior. Il y aura également une fan zone qui est installée au niveau de la promenade de Thiessois avec un écran géant. Là aussi, ceux qui ne pourront pas venir au stade pourront se déplacer à la promenade donc, des Thiessois pour suivre ce match-là dans ce magnifique, dans cette fan zone qui va donc être installée dès demain. Nous irons d'ailleurs là-bas demain matin très tôt, voir un peu comment ça se passe. Alors je rappelle, le match est prévu demain à 19 h ici au stade Lat Dior, en direct évidemment sur les antennes de la RTS. Prise d'antenne à partir de 17 h avec Pape Biram Bigagna et ses consultants. Et je rappelle, après ce match-là, il y a un autre match qui nous attend le lendemain, le dimanche. C'est la phase retour des éliminatoires de la CAN 2019 Égypte, mais concernant les Olympiques, les U23, face donc à la Guinée-Conakry. À l'aller, les U23 avaient perdu 2-1. Ils ont la possibilité de se qualifier. Ils se sont entraînés ce matin. Les Guinéens se sont entraînés cet après-midi. Et donc, ce sera dimanche en direct, évidemment, sur les antennes de la RTS1. Voilà ce qu'on pouvait dire au Moubalde. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain, évidemment, pour ce match à suivre en direct sur les antennes de la RTS. Merci beaucoup à vous, Elage Thierno Dramé. On vous retrouve donc demain pour les temps forts de ce match Sénégal-Madagascar au stade Lat Dior de Thiès. Autre discipline, pétanque. En bref, la 9e journée qualificative pour les prochains championnats du monde prévus du 2 au 5 mai 2019 en Espagne se jouera en triplette choisie dimanche au boulodrome de Mermoz avec la participation des boulistes français, mauritaniens, malgaches et comoriens. Le jet de bouchon sera effectué à 10 h. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS1.